Alors, concernant la France, bon, le phénomène Flappers, Flammers, c'est un nom anglais. Hein, il n'y a pas de raison que France soit développée sous un nom anglais. Encore que le terme existait dans les milieux plutôt internationaux, haut de gamme parisiens. Coco Chanel donnait des interviews en tant que Flappers, mais elle était aussi anglophone, elle baladait dans le monde entier. Mais globalement, il n'y a pas eu de phénomène dit Flappers. Et on n'a pas eu l'équivalent pour différentes raisons. Alors bien sûr, les femmes se sont impliquées comme pas possible pendant la guerre pour assurer la continuité du pays et choses de ce genre, mais on va voir la différence qu'il y avait. Abnégation des femmes lors de la guerre à un niveau considérable, mais le fait est qu'elles n'ont strictement rien obtenu comme droit nouveau. Donc là, il y a raté un rendez-vous de l'histoire au niveau de la société française. Et aussi, paradoxalement, sur la deuxième partie des années 20, la France est devenue le symbole mondial de la création des spectacles, des années folles, de la mode des années folles, etc. Haut de gamme, parisien, chic, etc. Mais on n'a pas eu de phénomène de montée de la base des jeunes françaises, ouvrières et tout, qui ont affirmé leur autonomie. Elles ont donné beaucoup d'elles-mêmes, mais ça ne s'est pas passé comme tel. Alors en France, on n'est pas. Alors l'infirmière, France, ça a été enfin, la France, on va voir le nombre de morts qu'il y a eu, c'est-à-dire que énormément de femmes ont été impliquées dans soigner les blessés et d'autres sur le travail des champs, etc. Et donc on est passé de mythes, si je simplifie, de celui de l'infirmière de la guerre de 14, la femme qui était là un peu comme un ange à côté des hommes qui mouraient, et puis les femmes chics des années 20, comme s'il n'y avait rien entre les deux. Déjà, il faut comprendre que la tragédie humaine qu'a été la Première Guerre mondiale en France et en Allemagne, mais je n'analyserai pas l'Allemagne aujourd'hui, parce qu'il y a d'autres aspects en plus, est absolument considérable, puisque on a eu 650 000 veuves, pour vous dire, hein, et 1 million d'orphelins, et donc le saut de la guerre à l'après-guerre, c'est l'arrivée, ce qu'on appelle le service de la femme et l'orphelin. On autorise, par exemple, les femmes seules à utiliser leur maison, une pension de famille pour pouvoir gagner un peu d'argent, une sorte d'Airbnb avant l'âge, et de faire à manger aux gens qui passent pour pouvoir gagner leur vie. Il va falloir s'occuper des 1 million d'orphelins dans des institutions. Et donc, on n'est pas dans le même état d'esprit. Déjà, il faut voir qu'au niveau des chiffres, donc on a eu deux phénomènes effroyables hein, qu'on a vus avant l'arrivée des phénomènes Flappers. C'est la Première Guerre mondiale. Pour info, elle fait 17 millions de morts dans le monde, hein, 17 millions. Et puis la grippe espagnole qui fait, c'était considéré 50 millions de morts. Maintenant, il y a des estimations très supérieures parce qu'en Inde, en Chine, on n'avait pas tout à fait les données. Donc deux choses effroyables. Alors si l'on regarde le poids relatif de la France par rapport aux États-Unis, rappelons-nous, France mort durant la guerre 14, 1 700 000 personnes, des jeunes hommes en fait. Et l'épidémie de grippe espagnole, donc 250 000. Moins parce que les gens étaient déjà morts en grande partie. États-Unis, c'était quand même moins. Et la population n'est pas la même. La France, ça fait 2 millions de personnes qui sont mortes pour une population de 40 millions, 41 quoi. C'est-à-dire 5% de la population qui dégage toute une classe d'âge jeune. La France se retrouve vieillie d'un coup. Enfin, aux États-Unis, bien sûr, il y a un impact, c'est moins d'1 million de personnes sur 100 millions. C'est moins d'1% de la population. Donc en France, voilà, on parle d'apocalypse. Il y a un excellent dossier d'ailleurs de Canopé, qui est le réseau des professeurs innovants de l'éducation nationale, qui s'appelle L'émancipation des femmes, un mythe ou une réalité passe à la Grande Guerre en France, hein, la Grande Guerre des femmes. Alors, il y a plusieurs éléments qui ont joué pour le fait qu'il n'y ait pas le même phénomène qu'aux US. Déjà, les revendications pour le vote des femmes, ils n'ont pas débouché après la Première Guerre mondiale. Il y avait bien sûr des suffragettes, il y avait tout un tas de mouvements pour le vote des femmes avant la guerre, qui étaient assez marqués contre la guerre, hein, pour empêcher la guerre, contre l'alcool, les taudis, la guerre. Quand il va arriver la montée aux extrêmes avant la Première Guerre mondiale, rappelez-vous Jaurès qui se fait assassiner et tout, pour l'État, pour les grands partis, les associations féministes et suffragettes sont marquées très
anti-guerre, on a dit avec... voilà. Et donc, au moment où on appelle tout le monde sous les drapeaux, voire reprocher d'être anti-français, en fait. Donc, il y aura dès le départ une suspicion. On associe les femmes, mais est-ce qu'elles sont pour l'effort de guerre face aux Allemands, elles qui ont milité pour la paix, contre l'alcool? C'est très bien de militer contre la paix, hein, j'ai rien contre. Mais là, elles vont être... Ça va être une incertitude. Donc, le président du Conseil fait un appel aux femmes françaises, qui est resté célèbre, en disant il y a un effort de guerre, les hommes sont sur les tranchées, vous êtes derrière, on attend de vous tout, de faire les récoltes, d'aider, etc. Hein, et votre rôle est aussi important que celui des hommes. Hein, debout, alors je cite la dernière phrase, debout à l'action, au labeur, il y aura demain de la gloire pour tout le monde. Sauf qu'il n'y aura pas de la gloire pour tout le monde, puisqu'à la fin de la guerre, on n'associera pas les femmes, on verra... On les oublie au passage. Il n'y aura pas la reconnaissance qu'il y a aux États-Unis qui ont permis aux jeunes femmes de dire on a été reconnus, on a fait le boulot, donc on a tous les droits. Donc les femmes vont être mobilisées. Alors toutes les associations féministes, pratiquement toutes, et celles de suffragettes, immédiatement disent qu'elles soutiennent l'effort de guerre et que donc elles vont se mettre au service de la nation. Mais il reste cet aspect de suspicion au niveau de l'État. On va encadrer les femmes. Alors, il y a les femmes présentes sur les conflits. Ça... Or, la guerre est sur place, c'est sur le territoire national. Donc, vous voyez, 1 700 000 et pas 117 000 comme les Américains qui étaient là. Et donc, le fait marquant, c'est l'hécatombe, c'est la boucherie totale de la jeunesse française et allemande. Et donc, elles vont être énormément impliquées sur le terrain pour soigner les gens. Là, comme aux États-Unis, il y a une perte de l'idéalisation de l'homme. On en voit la bêtise qui pousse tous les gens là au combat. On voit, ils souffrent, ils sont en morceaux, ils veulent pas mourir. Enfin, alors, faut savoir que cette arrivée des femmes sur les lieux des conflits pour soigner et autres, une partie des militaires ne l'aiment pas trop. Alors, je cite dans un ouvrage d'Éric Maria Remarque, et à l'Ouest, rien de nouveau, il vous dit, voilà, c'est la vie d'un capitaine, je crois. Il dit, une dame de la Croix-Rouge m'offre quelque chose à boire, je m'écarte d'elle, elle me sourit trop bêtement, tellement elle est pénétrée de son importance. Voyez donc, je donne du café à un soldat. Elle me dit, camarade, comme si j'avais besoin de cela. Donc il y en a qui sentent leur puissance d'homme affectée par le fait que c'est les femmes qui s'occupent d'eux, qui les ramassent en morceaux et qui les soignent. Mais c'est un phénomène. Donc, on va avoir la femme pendant la guerre, c'est l'infirmière de guerre. Hein, il y a une icône, c'est Elisabeth Jalaguier qui va mourir bombardée l'hôpital de guerre où elle travaillait à Pierrefonds et bombardée pendant la Première Guerre mondiale. Alors, il va y avoir la même chose qu'aux États-Unis, en Angleterre, c'est-à-dire que les femmes vont aller travailler dans les industries d'armement, comme en Allemagne. La différence qu'on trouve en France, c'est que ces femmes sont beaucoup plus encadrées. Vous voyez ici, je vous montre des femmes travaillant dans les usines de guerre, et vous voyez deux messieurs avec leur képi. Et si on regarde les reportages, moi je me suis coltiné pas mal de textes, on dit oui, mais rassurez-vous, elles sont encadrées. Comme dire, ah, mais c'est fait par des femmes. Oui, mais il y a des militaires pour s'en occuper. Donc on a d'anciens militaires. On a toujours derrière des hommes qui sont là. On n'a pas le phénomène d'autonomie qu'on a vu aux États-Unis. Il y a l'arrivée des Françaises dans l'industrie d'armement, aussi parce qu'il est considéré à ce moment-là que les féministes ou les femmes qui avaient joué un rôle, les suffragettes et tout, étaient plutôt d'extrême gauche, un peu révolutionnaires, un peu, et donc il y a une petite méfiance. Et on verra d'ailleurs, il y aura une grève des femmes pendant la guerre, et donc c'est très mal vu de faire la grève pendant les... Alors vous voyez, l'arrivée des femmes, c'est juste pour montrer que c'était au moins si important. Renault, vous voyez, 1914... 900 personnes, 190 femmes. 1918, 6770 femmes. Donc c'est une explosion du nombre de femmes qui vont aller travailler dans les usines. Et c'est un boulot difficile. Je ne vais pas vous lire ce texte, mais je vais vous reporter. Une féministe libertaire, justement, qui va aller s'embaucher dans une usine de guerre pour témoigner du boulot que c'est. Et elle est frappée du travail fastidieux qu'il y a. Scoltiner 2500 obus en 11 heures, 35 tonnes, ça fait... elle voit un boulot vraiment très, très difficile. Or, ce qui frappe et qui, moi, m'a choqué quand j'ai fait les travaux de recherche pour compléter pour cela, c'est que la presse était très, comment dirais-je, très méprisante pour les femmes sur cette période-là. On ne les présente pas à leur avantage,
on rit de leur tenue qui n'est pas adaptée et tout. Vous voyez là, c'est dans le journal de Suzette. Que veux-tu faire dans la vie, Suzette? Munitionnette. On rajoute un « être » obusette, munitionnette, pour donner un côté un petit peu inférieur, si vous voulez. Alors, bien sûr, elles sont massivement dans les industries d'armement, parce que là, je dirais, ça cartonne sur le territoire national face à l'Allemagne. Donc, vous avez, comme on a vu dans le cas américain, anglais, les femmes qui vont faire ces travaux au milieu de toutes ces courroies, mais le même danger, la même difficulté, autre. Alors, il va y avoir Alors, contrairement au cas américain, sauf quelques usines, à vrai dire, mais je ne vais pas commencer à séparer là, je ne vais pas analyser assez près si telle usine ou tel constructeur de matériel militaire payait mieux qu'un autre, mais on n'a pas eu le phénomène au salaire qu'on avait aux États-Unis. Dans l'usine, vous voyez par exemple, typique de dynamite d'Albon, 29 femmes réclament une indemnité contre la vie chère parce qu'il y a toujours les enfants, l'homme est parti au combat, elles font ce boulot-là, font en même temps s'occuper des enfants de la maison et tout, donc elles n'arrivent pas à en vivre. Elles disent voilà que... alors les hommes ne suivent pas la grève que font les femmes, la grève échoue, mais il y en aura d'autres. Donc il y a les grèves qu'on appelle de femmes de 1917. L'État verra bien qu'elles sont en difficulté, donc il n'y aura pas de... je dirais, généralement, les entreprises d'État lâcheront ce que demandaient les femmes pour qu'elles poursuivent autant. Alors, il y en a certaines qui ont gagné un peu d'argent, elles étaient seules, elles étaient jeunes, ça leur a fait un petit pécule, bon. Mais pas de quoi justifier ceux qui ont considéré que c'était des profits de guerre, quoi. Et dès que la guerre sera finie, tout le monde sera renvoyé dans ses foyers, où il sera recommandé de ne pas garder les femmes au travail, parce que la population a beaucoup baissé, il y a eu beaucoup de morts. La priorité absolue, c'est de repeupler la France. Et donc, on ne veut pas prolonger les femmes au travail. Alors, il faut voir que dans le cas français, l'ampleur des pertes humaines, vous avez vu qu'il fait toute proportion gardée, ça fait 10 fois plus qu'aux États-Unis. Donc, aux États-Unis, on écrit aux militaires qui est loin, mais dont la plupart rentreront. Là, c'est un drame absolu. On apprend régulièrement que les enfants sont morts. Vous pouvez voir sur les monuments aux morts, les listes interminables pour des tout petits villages, des gens qui sont morts. Et donc, il y a une image de la femme. J'ai regardé un peu les revues de l'époque. Et l'image de la femme relayée par la presse pendant la guerre, elle oscille entre la frivolité, toujours posée. On a l'impression que les femmes sont des frivoles, elles ne se préoccupent pas des problèmes de la société, qu'elles pensent qu'à leur beauté, à leurs achats. À l'inverse, l'abnégation des femmes. Vous voyez, cette affiche-là sera diffusée dans le monde entier, la France demandant un soutien. The French Woman in the Wartime, c'est en anglais, mais ça vient du service de l'armée française, en disant, voyez, pendant qu'elles travaillent dans les usines, elles font le travail des champs, elles s'occupent des enfants. Et vous voyez, il y a la lettre qui arrive là. Il y a aussi le dévouement de l'infirmière, le mythe de l'infirmière, que l'on va trouver un peu là. Et la marraine de guerre, qui est une création purement française. Ici, vous voyez, par exemple, Jeanne-Yves Blanc, qui était la marraine de guerre de Guillaume Apollinaire, qui disait que ça va jouer un rôle important. Les hommes au combat sont soutenus par une femme qui ne connaissait pas spécialement. Mais là, ici, vous voyez, je n'ai même pas mis le titre tellement c'est truffé de bêtises. C'est une femme qui parle, elle s'inquiète des soldats. On dit, mais on n'est pas là à l'arrière pour s'occuper des soldats, on est là pour faire la fête. Et donc voilà, c'est le repos du guerrier, si vous voulez. Et il y a aussi des textes ridicules en disant, ben oui, mais là où les femmes seront avec le vainqueur, donc dans les parties occupées par l'Allemagne, elles sont devenues les femmes des Allemands, donc méfions-nous. Donc, c'est assez désagréable. Ici, je vous montre par exemple un dessin qui est fait de la femme qui est l'ouvrière de guerre. Alors on retrouve bien la même tenue, les courroies, tout le barda, mais alors le titre en bas, je l'agrandis, qu'est-ce qui est marqué en bas? Elles ne sont pas toutes à Biarritz ou à Deauville. Comment est-ce qu'on peut se permettre de mettre... Évidemment, les femmes sont pas... Elles sont sur la plage à Biarritz et à Deauville pendant que les hommes sont au combat, elles travaillent dans les usines et tout. Donc, il y a un côté qui est très... Voilà, c'était l'image juste un dessin de 1913. Femme, elle est légère, elle est belle, elle est au bord de mer et tout ce que vous voulez. Donc, la presse française a bien du mal. Le poilu est valorisé. Les femmes ne sont pas traitées bien. Et on voit beaucoup de caricatures peu valorisantes. Ici, par exemple, c'est un grand journal. Le féminisme et la Grande Guerre. On dit, voilà, infirmière major dans une tenue avec un vison, un renard autour des bras, des hauts talons. Enfin, c'est absurde, les infirmières ne sont pas comme ça. Employés militaires, proposition de costume. Par ailleurs, dans nos grands magasins, vous voyez, ici, c'est au bon marché, une facture énorme. Voilà, c'est-à-dire, on dit, elles continuent à dépenser l'argent du ménage. Elles ont des tenues cheminotes, voilà, postières, munitionnettes, obusettes. Donc, une vision assez... comment dirais-je,
machiste et aussi infantilisante des femmes dans les revues. Ça choque quand on les lit maintenant. Et dès qu'on arrive à la fin de la guerre, si vous voulez, la propagande nataliste est omniprésente. La France a tellement perdu de sa population, vous avez vu dans la pyramide des âges, quoi. Il n'y a aucune promotion du travail féminin. Pourtant, on manque de bras, puisque beaucoup de jeunes sont morts, si vous voulez. Les ouvrières de l'armement sont démobilisées, renvoyées dans leur foyer immédiatement. Et voilà les affiches. Les plus grands des périls qui menacent la France et la diminution de sa natalité. Hein, c'est le point clé. L'Allemagne ne nous aurait pas attaqué en 1914 si nous avions été 10 millions de Français de plus. Le nombre des naissances diminue, il faut des grandes familles, etc. La grande famille prépare la paix, la petite famille prépare la guerre, enfin je passe. Et tout le monde est mis, même, vous voyez par exemple là, les bénéfices du guide Michelin sera consacré à l'œuvre de la repopulation française, journée nationale des mères de famille nombreuses. Donc, après la guerre, la repopulation de la France est ressentie comme une urgence absolue. Et c'est très encadré. Il y avait encadrement des femmes dans l'industrie, encadrement qui pouvait être militaire d'ailleurs. Et là, il y a un encadrement du retour à la vie. Alors, est-ce qu'il y a des flappers au milieu de tout ça? Alors, on a effectivement quelques jeunes femmes françaises au look flappers, ce qui est inimitable, on le reconnaît à 100 mètres. Mais on a beau chercher, on ne trouve pas le phénomène de groupe et le phénomène que l'on trouve Angleterre, États-Unis. C'est plus une posture individuelle. Là, il y a une dame classique qui parle à l'autre. Bon, elle trouve qu'elle est un peu déshabillée. L'autre, un jeune homme qui fume. Là, bon, une blague d'une bêtise. On dit voilà, les féministes disent que les jeunes femmes doivent être instruites sur une grande échelle. Elle met la femme qui s'instruit sur une échelle. Enfin, c'est stupide. Et donc, le phénomène flappers, c'est rare que le mot soit utilisé, sauf dans des revues un peu sophistiquées, parisiennes. On aborde ces jeunes femmes de sortie de guerre qui sont plus libres, etc., comme un phénomène de mode qui est osé dans les milieux chics. Et en fait, ça ne vient pas de la base, ça vient par l'influence anglo-saxonne, etc. On sait qu'il y a un mouvement de liberté ailleurs. Et il y a une confusion qui se fait, qui est restée depuis d'ailleurs. Si vous tapez flappers et vous demandez traduction, ça vous traduira par garçonne, même dans Wikipédia. Or, c'est deux phénomènes qui n'ont rien à voir. La Garçonne, c'est un roman de Victor Marguerite paru en 1922, donc tout à fait au début des années 20, un best-seller qualifié de pornographique. Hein, son auteur a été radié de la Légion d'honneur. Ça décrit en fait des amours féminines, hein, et des femmes qui ont des vies très libres dans le Paris des années 20, milieu plutôt lesbien, etc., que c'est très bien, je compte, mais c'est marginal. Hein, le président de la République dira que c'est inacceptable. Donc les garçons, c'est un phénomène très marginal. Ça tourne toujours autour de 2-3 cabarets, je passe. Ça ne traduit pas le phénomène flappers. Hein, c'est un phénomène de femmes qui vivaient comme elles le voulaient. Il y a un phénomène marginal lié au milieu littéraire artistique parisien. C'est généralement littéraire et artistique. Femmes vêtements masculins. C'est pas le cas des flappers. Elles ne cherchent pas à s'habiller en homme. Elles récupèrent des vêtements, mais elles sont très féminines par ailleurs. Parlant fort, monocle, cigare, cigarette, s'embrasse en public, célèbre nightclub pour les femmes, le Monocle, à Paris au début des années 20, qui est un cabaret féminin. Mais ça ne traduit pas ça. Donc quand on dit c'est un phénomène de... Les flappers, c'est le phénomène des garçons. Non, le phénomène garçon est un phénomène intéressant qui a existé, mais qui est marginal par sa dimension plutôt culturelle, artistique, parisien, monde féminin. En fait, la société d'après la guerre de 1914-18, de la Première Guerre mondiale, elle reste globalement en France dans les codes de la Belle Époque. Ici, je vous montre une vue, par exemple, de la plage de Biarritz en 1920. Vous avez toute la famille qui est là. C'est la même photo qu'on pourrait faire en 1912 ou 13, si vous voulez. Mais il y a bien quelques flappers, on les a cherchés. Il y en a eu sur la place de Biarritz, c'est celle que vous voyez là. Mais c'était pas appelé flappers, c'était au nom d'une équipe de sport. Enfin, c'était pas réellement, ça agressait pas la société en place. On a bien quelques phénomènes flappers. Ici, je vous montre un orchestre de jazz féminin sur la Côte d'Azur en 1920, hein, avec des tenues là, avec des personnes qui dansent. On a un phénomène, mais c'est plutôt dans les villes de villégiature. C'est un phénomène plutôt bourgeois ou classe supérieure. Hein, et le changement de look que l'on voit n'est pas militant de la base. Il est plutôt il est progressif, hein, ça viendra progressivement, et il sera plutôt descendant, c'est-à-dire c'est à partir des codes de la société plutôt bourgeoise et tout, qui va s'aligner sur le style des années 20, dans la seconde partie des années 20, qui va diffuser vers le bas. C'est pas porté par la base, comme on l'a vu au niveau américain. Hein.
Parce que la France, alors je vous montre justement d'où vient la belle époque, la France domine le monde entier au niveau de la mode, des styles, du rôle de la femme, etc. La parisienne est le modèle international de l'élégance et de la liberté pour la bourgeoisie mondiale. Hein, c'est un phénomène clé. On l'a analysé par ailleurs, si vous regardez le point sur la belle époque. Hein, et on a des femmes de la belle époque qui ont marqué le monde. Et donc, c'est une transformation radicale, puisqu'on était leader sur la belle époque, sur tout ce style-là. Et il y a un basculement avec le phénomène flappers dans d'autres pays et l'arrivée d'une mode beaucoup plus courte et différente et tout. Donc, c'est un défi pour le système parisien de la création, pour la production, le leadership qu'avait la France dans les années folles. Hein, alors il va être relancé, c'est-à-dire que la France, cette focalisation sur la femme vue uniquement à travers sa beauté, voilà comment on définissait le printemps, hein, un des 3 plus grands magasins du monde. Le printemps c'est tout entier dédié à la femme. C'est pour la parer, l'embellir, lui plaire que des milliers d'artistes, d'artisans et d'employés réunis au printemps prodiguent joyeusement leur génie, leur labeur et leur bonne grâce. Vous voyez, tout le monde au service d'une certaine image de la femme. Le basculement, en fait, il va se faire. Paris va réussir à récupérer l'évolution. En fait, il imposera le style année folle dans le luxe, hein, mais ça partira du haut, du luxe. L'icône de la mode mondiale années 20, ça va être Coco Chanel. Hein, elle avait d'ailleurs, on doit lui reconnaître, démarré dès Deauville 1913, un style extrêmement épuré, mais ce n'est pas lui qui donnera des sens au style, elle l'aura anticipé, elle l'aura vu avant, ça viendra du phénomène qu'on a étudié. Et elle va être considérée, si vous regardez les ouvrages dans le monde sur les flappers iconiques, il y a Coco Chanel dans les 10 premiers. En France, on n'utilisera pas ce qualificatif, mais elle-même aimera se présenter comme flappers quand elle, face à sa clientèle internationale, face à son activité mondiale. Donc Coco Chanel est considérée comme une flappers. Et donc la France, elle va en fait accompagner ce mouvement dans sa spécialité qui est la mode, le luxe, l'art, la culture, l'esthétique. Hein. Et on va mettre Paris comme étant un lieu international où l'on a cet impact des années 20. Autre flappeur iconique qu'on met dans les 10 leaders mondiaux, les flappeurs c'est le plus connu, Joséphine Baker, vous voyez. Mais c'est toujours le monde du spectacle. Hein. Libération de l'après-guerre mondiale va être en France surtout artistique, littéraire, culturel, mode, très parisien. Paris devient la référence de la mode des années 20 de l'art déco. Berlin le sera plus sur le monde du cabaret, du spectacle et autres. Mais c'est porté par relativement peu de personnes. On revoit toujours les mêmes noms. On dit, vous voyez, Paris des années 20, c'est Hemingway, Chanel, Cocteau, Cole Porter, Joséphine Baker et leurs amis. Et en fait, ce qui va déclencher la reprise de leadership, mais je parle bien du phénomène de mode, spectacle, culture, esthétique, c'est l'immense succès de l'exposition Art Déco 1925, hein, qui va être un succès mondial, et ce qui fait que Paris va reprendre le leadership sur le style Art Déco. Hein, et alors là, je vous montre, par exemple, hein, aujourd'hui, l'actualité du phénomène. Pour les Jeux Olympiques Paris 2024, hein, c'est l'évocation d'une visage d'une flappeur des années 20, hein, vous voyez ici, qui a été retenue pour affirmer la place prise par les femmes dans le sport et rappeler le succès universel de l'expo Art Déco des années 20, avec une typographie années 20. Hein, vous voyez, on retrouve ce look typique des flappeurs, avec, par contre, pour simuler la flamme olympique, donc qui était portée assez haut, la médaille derrière, ronde, et une femme pour montrer l'arrivée des femmes dans le monde du sport et célébrer donc une vision plus féministe du sport, ce qui était pas la vision du baron de Coubertin qui était contre les femmes dans le sport. Alors quand même, il faut savoir que la France a eu ses aventurières iconiques. On ne les baptise pas flappeurs en France. Alors dans l'aéro, puisque la France était leader dans l'aéronautique, donc on a eu des femmes qui ont joué un rôle clé, à la fois au niveau du féminisme, au niveau de l'affirmation de leur métier, au niveau d'aller chercher des grands succès. Adrienne Bolland, pilote d'essai. Il faut savoir que Caudron avait une femme comme pilote d'essai, ça a frappé la terre entière. Traverser de la Manche aussi, traverser des Andes, un succès avec un avion qui n'était pas du tout fait pour ça, parce qu'elle voulait y arriver, il n'était pas fait pour monter aussi haut, mais elle a traversé les Andes pour la première fois, elle milite pour le droit de vote des femmes. Alors, il faut savoir que ce qui est frappant dans le cas d'Adrienne Borland, qui est le symbole même de la femme qui se réalise,
elle aurait non seulement des détracteurs, mais il y aura plusieurs attentats. Elle survivra à 7 accidents graves liés à des sabotages, pour donner une idée. Son avion, certains n'acceptaient pas qu'elle soit la référence, qu'elle soit la pilote d'essai, et elle a survécu. Voilà le triomphe quand elle a traversé les Andes avec un avion qui n'était pas fait pour. Il était limité à 4500 mètres, elle a fait 6000 en passant, en utilisant, allégeant l'avion, enfin je passe. C'était tellement invraisemblable, puisque même Gaudron avait dit on ne va pas envoyer un avion spécial, c'est pas une priorité qu'on traverse les Andes, etc. Que l'ambassadeur de France n'était pas à l'arrivée, il croyait que c'était une blague. Quand elle avait décollé le 1er avril, figurez-vous, il s'est dit c'est pas possible qu'une femme ait traversé les Andes avec un avion. On me fait une blague, quoi. Donc il y avait des dizaines de milliers de personnes pour l'attendre, mais personne du côté français qui avait pensé que Adrienne pouvait traverser les Andes, pour vous dire. Hein, voilà. Et on en a eu beaucoup d'autres. Donc, côté femme aviatrice, on a eu le même phénomène qu'aux États-Unis. Ça jouait un peu moins par rapport aux jeunes filles, hein, parce qu'on n'avait pas ce mouvement de type flappers. Hein. Là aussi, parachutiste, acrobate, nombreux records. Hein. Hélène Boucher aussi, hein, pilote de France. Hein. On a eu des grandes pilotes de la même façon. Mais globalement, quand on regarde un petit peu les métiers, alors les femmes françaises ont été lourdement impliquées dans la Première Guerre mondiale, c'est le moins qu'on puisse dire. Elles ont fait aussi toutes les récoltes, la reconstruction. Du fait de l'hécatombe, il a fallu faire le boulot après la guerre. Donc elles ont été présentes dans l'appareil de production, mais pas valorisées comme ça a été le cas aux États-Unis. Et sans avoir accordé des nouveaux droits. Ni de vote, ni de droit dans le couple par rapport à avoir son propre compte en banque, et choses comme cela. Et en fait, quand on lit, moi j'ai été frappé de ce que j'ai lu, en reprenant les journaux de l'époque. La société française était très phallocrate, incontestablement. Voire même s'il y a un reportage, on dit voilà les femmes dans les usines, mais on vous rassure au début, elles sont encadrées par des hommes, hein, vous inquiétez pas. Voilà, paternaliste, très femme infantilisée, obusette, etc., munitionnette et tout, condescendante en fait. Et donc là, ça a été raté au niveau de l'émancipation, comparable à ce qui a été obtenu, notamment aux États-Unis, en Angleterre, mais dans d'autres pays. Et là, je vous montre justement sur le métier. Le métier, on appelle petit journal, vous voyez, qui montre un petit peu l'évolution. Il sort, c'est à la fin de 1918. Il dit voilà l'ouvrière parisienne. Avant la guerre, elle fait de la mode, hein, et pendant la guerre, elle fait des obus. Hein, c'est voilà, comme si toutes les femmes étaient modistes et toutes les femmes faisaient des obus, alors qu'elles ont fait infiniment d'autres choses. Et après la guerre, juste après la guerre, l'entre-deux-guerres, les promotions faites dans les écoles, dans les ouvrages, je prends ça, c'est un panneau de l'éducation nationale. L'institutrice apprend à lire et à écrire aux écoliers. L'ingénieur invente et construit des machines. L'infirmière soigne le petit malade. On renvoie bien vers les métiers assez classiques. Donc on n'a pas eu, sur ce coup-là, ça changera après la Deuxième Guerre mondiale, mais quand même, moins le fait de l'accès à tous les métiers comme on a eu sous l'impulsion des petites flappers là, qui derrière leur look ont fait un boulot considérable. Et alors ce qui est plus frappant, on se dit mais pourquoi après la guerre, puisque les femmes ont joué un rôle phénoménal, que ce soit comme infirmières, que ce soit pour faire les récoltes, que ce soit dans les usines et tout, elles ont fait le boulot, pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas eu le droit de vote? Et alors quand on regarde, en fait en 1919, il y a un projet de loi, peu comme partout, pour que les femmes accèdent au droit de vote. Et en fait, la droite s'oppose et la gauche s'oppose. Les deux partis s'opposent, pour des raisons opposées. La droite, regardez, vous disent oui, mais les femmes, c'est porté par les mouvements féministes qui sont quand même extrême gauche. Hein, ils sont dans la filiation extrême gauche. Donc, les femmes qui votent, elles vont être manipulées par les mouvements féministes qui sont plutôt de gauche. Donc, la droite plus traditionnelle s'oppose. C'est pas le rôle qu'ils voient, c'est plus la mère de famille, repeuplée. Bon, ils votent contre, c'est assez attendu. Mais la gauche aussi. Pourquoi la gauche s'oppose? Pour raison inverse. On est encore au début du siècle, hein, il y a eu une séparation de l'Église et l'État assez récente, et donc les gens de gauche disent oui, mais les femmes aujourd'hui elles sont très influencées par leurs confesseurs, c'est les curés qui les influencent en fait, dans les campagnes partout, donc ça va être le vote des curés, quoi. Ça va être un vote. Donc dans les deux cas, on considère qu'elles ne sont pas suffisamment intelligentes pour décider d'elles-mêmes, elles vont être sous influence, donc la gauche estime qu'elle est sous influence de droite
religieuse et la droite qui est son influence extrémiste marxiste. Enfin, pas marxiste à cette époque-là, mais ça commence. Donc ils s'opposent tous les deux aux droits des femmes et aux revendications d'une plus grande autonomie économique. Pendant la guerre, on avait promis aux femmes beaucoup d'évolution. Il n'y a rien, on ne peut pas citer pratiquement, enfin sauf s'il m'a échappé des choses, des avancées qui ont été accordées aux femmes après la Deuxième Guerre mondiale, après la Première Guerre mondiale, excusez-moi. Ça n'évoluera qu'après la fin de la Seconde Guerre mondiale, et c'est De Gaulle qui poussera à ce que les femmes puissent voter, par exemple. Et je prends un exemple, quand on a dit il y aura de la gloire pour tout le monde, dit le président du Conseil, et on avait dit aux femmes, vous participerez à tout, aux négociations, à la discussion d'après-guerre pour préparer une société moderne demain. En fait, les associations de femmes n'ont pas été autorisées à participer aux négociations du traité de Versailles. Pourquoi? Alors qu'on leur avait promis qu'elles joueraient leur rôle. Les militaires ont estimé qu'elles seraient trop pacifistes, qu'elles ne mettraient pas un genou à terre à l'Allemagne, que c'était peut-être pas bon que des femmes participent aux distributions d'après-guerre si on voulait faire payer l'Allemagne. Donc, elles sont anticipées comme trop pacifistes. Et Dieu sait si leur rôle aurait été utile, puisque le traité de Versailles prépare la Deuxième Guerre mondiale, tellement il est violent par rapport aux vaincus. Donc, en fait, si l'on compare avec le cas anglo-américain, il y a eu un rendez-vous de l'histoire qui a été raté à ce moment-là, par rapport à tout le boulot, l'action. Les femmes françaises n'ont absolument pas démérité par rapport aux femmes américaines, anglaises, loin de là. Mais je dirais qu'elles ont été plus encadrées. On n'a pas eu donc ce phénomène particulier Flappers qui s'est passé. Donc il y aurait d'autres choses à analyser sur le cas français, mais voilà. Parce que quand on présente un peu le cas des Flappers, on nous dit mais France, pourquoi? Voilà un petit peu globalement ce que l'on peut dire au niveau de réaction française, ce mouvement d'émancipation féminine suite à la Première Guerre mondiale. Voilà, merci beaucoup de votre attention.